Quelle politique, notamment culturelle, pour le nouveau président Macron? On en parle tout de suite dans le Grand Angle avec l'ancien ministre Jean-Jacques Aillagon. Bonjour Jean-Jacques Aillagon. Bonjour. Alors merci d'avoir rejoint le plateau du 64 minutes ce dimanche. Vous avez été parmi beaucoup d'autres fonctions ministre de la Culture de Jacques Chirac, président du Centre Pompidou, président du Château de Versailles, conseiller artistique aussi du grand collectionneur François Pinault et ancien président de votre chaîne préférée, TV5 Monde. Et vous avez aussi soutenu ces derniers mois la candidature d'Emmanuel Macron. Alors première question, comment avez-vous vécu cette passation de pouvoir et les premiers pas du président Macron ? Écoutez, je l'ai vécu avec beaucoup d'admiration pour la sûreté avec laquelle cet homme, ce président de la République, a accompli ses premiers pas de président, avec dignité, avec également beaucoup de chance, puisqu'il est passé à travers les gouttes, ce qui est de bon augure pour l'avenir. Au sens propre, oui. Donc un président jeune, en tout cas, il a 39 ans. Hein. Obama en avait 47 au moment de son arrivée au pouvoir. On a parlé tout à l'heure de Justin Trudeau, il avait 43 ans. Jeune, mais avec tout de même une scénographie, je dirais, très traditionnelle. Écoutez, la scénographie, elle est immuable. C'est une sorte de sacre républicain. Il y a tous les ingrédients du sacre royal. On va chercher le président chez lui. Il cesse d'être une personne privée. Il devient une personne publique. Il y a un rite d'initiation. Il se retire avec son prédécesseur. Il lui confie des secrets dans le code nucléaire. On dit que la France est une monarchie républicaine. C'est pas faux. Non, ce n'est pas faux. Mais c'est une république également. Ouais. Alors en tout cas, on peut le dire. On l'a vu aujourd'hui. La France, elle a le sens de l'histoire. Elle adore les symboles. Et je voudrais vous en remontrer un autre. Le jour de son élection, je ne sais pas si on a l'image, cette marche au Louvre sur l'Ode à la joie de Beethoven. Alors là, il y avait un double symbole hein, d'Emmanuel Macron. On voit l'image. Il y avait la pyramide de François Mitterrand et puis l'hymne européen. Donc c'était son amour de l'Europe. C'est un manifeste en faveur de l'Europe, mais il y avait également le Louvre. Et ces dizaines de milliers de chefs-d'œuvre, toutes les civilisations de l'humanité conservées là, mises et la résidence des rois de France. Et la résidence des rois de France, une sorte de manifestation de la continuité de l'État. Ouais. Finalement, aujourd'hui, la République réussit à affirmer ce que la monarchie affirmait, c'est que l'État est impérissable. Le roi meurt, vive le roi. Ouais. Et donc, ce qui veut dire que, malgré son âge, avec Emmanuel Macron, on ne changera pas de République, on restera bien dans la 5e. Alors, il a affirmé d'ailleurs son attachement à la 5e République, à ses institutions, même s'il est décidé à les pratiquer peut-être de façon plus moderne, de façon plus contemporaine, de façon plus adaptée à notre temps. Alors parlons de l'avenir. Je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux. On parle beaucoup de candidats Premier ministre. Vous savez qui il va gouverner, de qui il va s'entourer, des gens de gauche, de droite, du centre? Écoutez, dans un premier temps, le président de la République forme son cabinet à l'Élysée. Il a nommé un secrétaire général de la présidence de la République. Il s'entoure de proches, de fidèles, mais également de gens extrêmement dont la compétence est reconnue. Je pense à Philippe Etienne, par exemple, comme conseiller diplomatique. Philippe qui Etienne, était ambassadeur à Berlin, à Moscou. Enfin, c'est quelqu'un dont l'expérience diplomatique est extrêmement reconnue, un ambassadeur de très très grand niveau. Donc, première étape, constitution du cabinet du président de la République. Deuxième étape essentielle, demain, le choix d'un Premier ministre. Et là, vous confirmez les rumeurs? Je n'ai aucune information particulière, mais enfin, il semblerait qu'une personnalité se dessine clairement à l'horizon, mais encore faut-il attendre demain pour savoir si cette hypothèse est confirmée, et découlera ensuite de ce choix le choix de la formation d'un gouvernement. Alors, on va parler un peu de la culture. Je rappelle que vous avez été ministre de la Culture de Jacques Chirac. C'est un homme de culture, on peut le dire, Emmanuel Macron? Écoutez, ce qui m'a frappé dès mes premiers contacts avec Emmanuel Macron, c'est tout d'abord la force de sa culture personnelle. C'est un président cultivé dans la tradition d'un Georges Pompidou, un grand président littéraire, un président pétri de littérature, de pensée, de philosophie. Par ailleurs, c'est un président qui a la conviction que la culture n'est pas une chose accessoire pour notre pays, que c'est l'un des ciments de la société française, l'un des outils les plus efficaces de sa présence dans le monde, et qu'il y a donc pour le président de la République un véritable devoir, celui de soutenir la culture à travers une grande politique culturelle. Alors c'est aussi un président qui aime le théâtre en particulier. Et je vais vous proposer deux images. Une première, on va le voir, l'image est déjà célèbre, hein, on va le voir jouer au théâtre quand il était jeune, il a 15-16 ans. C'est des images qui datent de 93. Il joue une pièce de Jean Tardieu dans son lycée d'Amiens, devant une certaine Brigitte Macron. On regarde. C'est bon de renaître. Elle m'entend.
Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien. Voilà, alors je disais, c'est des images qui datent de 93, un commentaire. C'est là qu'il a rencontré sa future femme, j'ai dit Brigitte Macron, évidemment. Il est très bon. Elle s'appelait pas encore Macron à l'époque. Enfin, pour être président de la République, il faut également savoir se tenir sur des planches. Donc, et alors il a appris ce métier très tôt. Ouais. Je vais vous montrer une deuxième image qui est encore, moi je trouve assez bluffante. Elle date, celle-là, elle est beaucoup plus récente, de 2015. Il est ministre de l'économie. Et à la sortie d'une cérémonie officielle, il est interviewé par un journaliste de Canal+. Et il va se mettre à jouer de mémoire le rôle d'Alceste dans le Misanthrope de Molière. Écoutez. Ah, vous voulez faire Alceste maintenant? J'ai toujours fait Alceste. Vous ne cessez de vous contredire. Non, je vous laisse, on a une page et on tease. Tous les téléspectateurs attendent. Là, vous le faites maintenant? Alors allons-y. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. C'est encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Étonnant. Excellent. Alors, on va parler aussi quand même de son, comment dirais-je, son programme culturel de manière un peu plus large. Malgré les difficultés économiques aujourd'hui de la France, malgré les difficultés budgétaires, vous pensez que la culture restera une politique prioritaire pour Emmanuel Macron? Écoutez, je dirais, à cause des difficultés, il faut que la culture reste une priorité du gouvernement et ce sera une priorité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. La culture, c'est, je vous le disais, essentiel pour une société extrêmement blessée, une société fracturée. Les élections ont mis en évidence la puissance de ces fractures. Et c'est là justement qu'il faut agir à travers l'éducation et la culture. Le propre d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'est qu'il ne sépare jamais la culture de l'éducation. Et pour lui, l'école est d'ailleurs le principal espace d'acculturation de tous les jeunes Français aux valeurs de la civilisation. Vous parlez de culture et d'éducation. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer une fusion des ministères de la culture et de l'éducation? Est-ce que ce serait une piste? Écoutez, ce sont des hypothèses qui parfois ont été évoquées, qui parfois ont été d'ailleurs pratiquées. Jack Lang a été conjointement ministre de l'Éducation et ministre de la Culture, ministre de la Culture et ministre de l'Éducation. Quelle que soit la forme d'organisation du gouvernement retenu, il faudra en tout cas veiller à ce que les deux ministères travaillent ensemble. On ne peut pas développer un grand programme de mobilisation de l'école à des fins d'éducation artistique, à des fins de familiarisation avec les pratiques artistiques, s'il n'y a pas entre le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation une totale solidarité. Si c'est la même personne qui a la charge des deux ministères, naturellement, c'est encore plus facile, mais symboliquement, je crois que chacun sera attaché à maintenir une forme de spécificité à l'existence d'un ministère rue de Valois. Donc un ministère de la Culture. Qui serait un bon ministre de la Culture pour Emmanuel Macron? C'est à lui à en décider, mais un bon ministre de la Culture, pour moi, d'abord, un bon ministre de la Culture doit être capable de redevenir maître de l'outil qu'est le ministère de la Culture. Il ne suffit pas d'être fin lettré, d'être fin connaisseur des arts, fin connaisseur du cinéma, des arts plastiques, du théâtre, de la musique. Il faut également être capable de mobiliser ce ministère pour qu'il devienne un véritable instrument de l'action publique. Ensuite, autant que de l'argent, il faut avoir des idées, il faut avoir des projets, avoir une vision de l'action territoriale de l'État, une vision de son action internationale, une ambition également pour le partage de la culture par tous les Français. C'est une grosse machine, ce ministère. Il peut parfois y avoir une force d'inertie. Ce n'est pas une énorme machine. Il y a des ministères bien plus importants que le ministère de la Culture, mais c'est un ministère qui, tout d'abord, à cause de la précarité, de l'instabilité des ministériels, qui est assez évident ce ministère. Sous François Hollande, 5 ans, 3 ministres. Des ministres qui passent aussi peu de temps dans leur ministère ne peuvent pas devenir des véritables patrons de leur administration et la mobiliser dans la perspective de leur action. D'autre part, je pense que beaucoup de ministres se sont trop concentrés sur leur entourage propre, sur leur cabinet, ont oublié que c'était avant tout leur administration, leur service, leur direction qu'il fallait mobiliser, leurs établissements également, qui sont des outils extrêmement performants pour le développement de grands projets culturels. C'est vrai qu'on a vu dans l'histoire deux ministres de la Culture qui sont restés très longtemps, c'est Malraux évidemment et Jack Lang, et ils ont pu initier énormément de choses.
Écoutez, ce n'est pas pour rien que ce sont les deux ministres qui ont plus marqué l'histoire de ce ministère. Ils ont été chacun ministre pendant 10 ans. Malraux pendant 10 ans et Jack Lang 2 fois 5 ans. Alors Jean-Jacques Ayagon, Emmanuel Macron dit qu'il veut faciliter l'accès à la culture pour tous. On imagine que ce sera difficile, notamment dans certains quartiers, comme on dit, les territoires perdus de la République, ce ne sera pas facile. Écoutez, la République ne peut pas se dire qu'il y a des territoires perdus ou alors il faut fermer boutique. Ouais. La République est partout chez elle et tous les enfants de tous les quartiers sont des enfants de la République. C'est justement parce que nous constatons aujourd'hui la puissance de cette fracture culturelle entre ceux qui ont un accès facile à la culture et ceux qui n'ont pas d'accès à la culture, entre ceux qui ont un désir de culture et ceux qui n'ont plus de désir de culture. C'est justement pour ça qu'il faut mettre en œuvre une politique dont le premier objectif doit être le partage de la culture pour tous, notamment, et donc cette politique culturelle doit notamment être mobilisée dans les espaces les plus difficiles de la République. Alors souvent, aujourd'hui, les arts sont tous les arts sont révolutionnés par Internet, que ce soit la musique, l'image, le cinéma. Ça va être compliqué. Il faudra peut-être faire payer, d'ailleurs c'est aussi dans son programme, faire payer des impôts aux grands maîtres de l'Internet, du numérique. On dit souvent les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Il aura les moyens de faire payer une partie de la culture par le privé. Écoutez, tout d'abord, il faut bien dire que comme la radio en son temps, comme la télévision il y a quelques décennies, Internet est un formidable outil d'accès à la culture, à condition naturellement qu'on permette à chacun de hiérarchiser les informations qu'il reçoit à travers Internet et de les mettre dans une perspective positive. Le président de la République a indiqué pendant sa campagne qu'il souhaitait mobiliser l'Union européenne sur la question de la situation fiscale et de la situation particulière des GAFA. La France ne réglera pas ce problème. La France ne peut pas régler ce problème tout seul. Il faut en effet que ces puissances, ces véritables empires des temps contemporains deviennent des contributeurs ordinaires, normaux au développement culturel, au développement social également dans des pays dans lesquels ils réalisent leurs bénéfices. Merci Jean-Jacques Ayagon. Et je vais citer Emmanuel Macron pour conclure. La culture, dit-il, est le seul horizon valable de notre existence. Il a dit ça au cours d'une interview au magazine Le 1, c'est en février dernier. C'est une belle formule pour conclure ce chapitre consacré à la culture. Merci beaucoup. Merci à vous. On va